Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis entouré de jeunes femmes. Elles se la racontent. Non. Elles sont là. Comment allez-vous? Bien, Ça va. Vous allez bien? Et toi? Ça va, j'essaye d'aller. J'essaye. Il y a eu un débat avant qui était un peu chaud avec la jeunesse, les jeunes hommes. Maintenant, on est avec les jeunes femmes. Est-ce que chacune peut se présenter, s'il vous plaît? Je t'en prie. Du coup, moi, je m'appelle Yasmine, j'ai 23 ans et je suis étudiante. Étudiante, hein. Alors, j'ai une licence de droit et là, je suis en école de communication pour mon master. Magnifique. Voilà. Moi, je m'appelle Jasmine, j'ai 23 ans et je travaille dans la petite enfance. Moi, c'est Rokia, j'ai 21 ans. J'ai fait 3 ans d'études dans le commerce et là, je suis en formation éducateur spécialisé. Moi, c'est Farhana, j'ai 24 ans et là, je viens de reprendre des études en BTS. BTS en... BTS GPME et avant ça, j'ai eu mon diplôme d'éducatrice. Magnifique. Ouais. Moi, c'est Morgane, j'ai 19 ans et je suis actuellement en études de droit. Magnifique. Tu as une association aussi? Oui, aussi. Je suis partie d'une association qui lutte contre les RICS dans la Seine-Saint-Denis. Du coup, on fait de la sensibilisation pour les nouvelles générations. Magnifique. Contre la violence. Le 27 juin 2023, le jeune Naël décédait des mains d'un policier à Nanterre pour un refus d'obtempérer. S'en est suivi des nuits de révolte. Il y en a eu 5, à peu près. La place Beauvau, elle a comptabilisé 5000 véhicules incendiés, 10 000 feux de poubelle, près de 1000 bâtiments brûlés ou dégradés, 250 attaques de commissariat ou de gendarmerie, et plus de 700 membres des forces de l'ordre blessés. Ma question est la suivante. Les révoltes 2023 ont-elles desservi la cause de Naël? Qui commence? Déjà, paix à son âme, déjà, et toutes les condoléances à sa famille, sa maman, sa grand-mère, toutes les personnes qui ont été touchées par ce meurtre. Tu veux prendre la parole, Yasmine? Est-ce que ça a desservi la cause? Oui et non. Parce que ça reste une cause forte en tant que telle. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas été, d'un point de vue médiatique, une bonne chose. Bon, on détaillera plus tard. Moi, je rejoins Yasmine. Moi, je dirais plutôt du côté négatif que positif, parce que le seul truc positif en soi, c'était la solidarité, on va dire. Mais sinon, le côté négatif, c'est qu'il y a eu dégradation, il y a eu beaucoup de conséquences, que ce soit du côté de la famille, pour certains, même du côté des jeunes, même du côté de l'école, parce qu'il y a aussi des écoles qui ont été brûlées quand même. Et voilà, beaucoup de conséquences négatives, vraiment. Farhana? Je pense que pareil, ça a été à double tranchant. Il faut analyser, voir ce qui a été retenu de ces révoltes. Il y a d'une partie, on peut retenir toute la solidarité qu'il y a eu dans les quartiers, le fait que tout le monde soit réveillé, qu'on est parti un peu faire passer notre message dehors. Et ça a été repris, c'est allé loin. Je pense que l'État a vu quand même notre mécontentement et que ça a fait réagir là-haut. Mais d'autre part, ça nous a desservi parce que les révoltes se sont passées dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos magasins. Et c'est nos voitures qui ont été brûlées. Ça veut dire, les voitures qui ont été brûlées, c'était les voitures des parents, de nos parents qui les utilisaient pour aller travailler. Les écoles qui ont été brûlées, c'est les écoles de nos petits frères et nos petites sœurs qui n'ont pas pu y aller pour s'instruire. Les magasins qui ont été pillés, c'est les magasins où on va faire nos courses. Donc, pour moi, ça nous a desservi en tant que tel parce que ça nous a handicapés pendant un long moment. Surtout au niveau des transports pour aller au travail, pour aller à l'école. Je sais qu'il y en a qui peut-être avaient des épreuves pour leurs études et ça les a handicapés. Mais d'un côté, ça a fait passer un message lourd et je pense que ça va faire bouger les choses avec le temps. Morgane? Pareil, je pense que la réponse, elle est complexe. Et d'ailleurs, je voudrais dire que sur cette question, elle a été hyper politisée. Et on avait l'impression qu'il y avait deux camps. Soit on était pro-émeutier et pro-banlieue, ou soit on était... pro-police en fait. Et comme ça on avait divisé et pour pas parler des réels problèmes, du coup j'espère c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour ce qui est du coup les révoltes, si ça a desservi la cause de Naël, oui et non, puisque ça a éclipsé la cause de Naël. Du coup si la question c'est est-ce que ça a aidé les banlieues, c'est un autre sujet, mais pour la cause de Naël c'est vrai qu'à la fin, dans les médias, on parlait quoi? On parlait que des émeutes, on parlait que des conséquences, du coup, de ce que tu as dit, les écoles, les voitures brûlées et tout ce qui peut horrifier tout
la société en général. Donc, la cause a été éclipsée, en tout cas. Et on a vu que lors de ces révoltes-là, on a vu des jeunes dans des images. Enfin, on a eu plein d'images de jeunes qui avaient entre 12 et 18 ans. Comment vous l'expliquez ça, qu'il y avait des gens aussi jeunes dans ces révoltes? Mais déjà, c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui ont de 12 à 18 ans. Après, je pense qu'on est arrivé dans une génération où la communication est très difficile durant cet âge-là parce que à 12 ans, tu essaies de te chercher, tu n'as pas trop ton identité à toi. Et tu vois ce que les grands ont fait auparavant, tu as juste envie de refaire la même chose. Et il y a aussi cette idée qu'à cet âge-là aussi, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients des conséquences. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Eux, c'est juste, on a envie de faire comme les autres. On a envie de montrer que, voilà, on est des gens de banlieue, on est des garçons, etc. Et voilà. Moi, je te rejoins là-dessus, c'est faire toujours plus. Toujours plus, toujours plus loin. On est dans une société où la jeunesse actuelle, bon, bien évidemment, il y aura toujours des cas qui n'entrent pas dans ça, mais on a des enfants qui ont accès aux réseaux sociaux. Donc l'information va vite, donc ça s'engraine rapidement. Donc plusieurs personnes qui ont une même optique qui est de casser, ils vont se rejoindre plus facilement. On a les réseaux sociaux qui vont faciliter ça en fait. Donc je pense que c'est des bêtises de jeunesse pour cette tranche d'âge, parce que c'est pas des gens majeurs que tu as vus dans la rue, et donc c'est pas la cause de Naël qui était défendue à cet instant T. Jasmine. Après, je pense tout simplement, Naël, il était jeune, donc c'est les jeunes qui se sont révoltés, même sans aller à expliquer pourquoi ils sont allés sur le terrain. Naël, il était jeune, tout simplement, il me semble qu'il avait 17 ans, ou 16 17. 17 ans, je crois. Il avait 17 ans, donc c'est normal que ce soit les gens de son âge qui aillent le défendre, parce que c'est les gens qui fréquentaient. Sûrement, ils fréquentaient des gens plus jeunes, donc par logique, je vois mal une personne âgée aller sur entre guillemets, au front. Pour lui, c'est normal, quoi. Alors pour moi, de base, il n'y a pas de problème par rapport à l'âge, c'est normal. Demain, il y a quelque chose qui touche les collégiens, c'est les collégiens qui vont se lever. Demain, c'est un peu la suite logique, quoi. Après, est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux encadrer nos jeunes? Ça, c'est peut-être ça qu'il faut se dire, plutôt que d'accabler l'âge. Mais on aurait pu mieux encadrer nos jeunes, parce qu'effectivement, à cet âge-là, on ne sait pas comment exprimer ses sentiments, ou du moins, on ne les exprime pas de la bonne manière. Même si on veut les exprimer, on ne les exprime pas de la bonne manière. Donc, c'était à ce moment-là, je pense, que les aînés soient un relais. Donc, que ça soit des parents ou des personnes tout simplement plus âgées. C'est à ce moment-là qu'il faut justement montrer comment est-ce qu'on exprime son mécontentement, surtout quand on fait des choses physiques, quoi. C'est pas juste on le pense ou on le dit, c'est on fait quelque chose, c'est-à-dire qu'on brûle, on saccage, on détruit, etc. C'est à ce moment-là que normalement il y a un relais qui se fait, mais bon, on en a déjà parlé sur d'autres émissions. Où sont les aînés, où sont les parents, sans accabler personne, mais je pense que c'est juste une question de chacun sa place, chacun a ses enseignements à fournir, à transmettre. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de transmission, effectivement... C'est compliqué. Après, il y a des parents qui sont dépassés. Effectivement, non, c'est sans accabler. J'ai bien dit sans accabler personne. Oui, bien sûr. Mais du coup, on entend des parents qui disent « mais il ne m'écoute pas. J'ai plus d'autorité sur lui. » Donc, c'est des personnes qui sont vraiment dépassées par la situation, qui ont plus de contrôle sur leur enfant. Attention, je ne dis pas que c'est la majorité. On a aussi des parents qui n'occupent pas leur rôle de parents, leur place, mais il y a aussi beaucoup de parents qui se retrouvent face à la situation et ils ne savent même pas ce que leurs enfants font et c'est compliqué. Toi, Morjane, comment t'expliques qu'il y avait des jeunes entre 12 et 18 ans? Jasmine nous a dit que c'est normal parce que Naël avait cet âge-là, avait 17 ans. Toi, tu l'expliques comment, toi? Il y a de ça aussi, et surtout l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, en 2005 ou avant encore, on l'entendait parce que soit on voulait l'entendre, donc on était directement amis avec un tel ou un tel, mais là aujourd'hui, un jeune de 12 ans, aujourd'hui presque, par exemple moi j'avais pas de téléphone à 12 ans, mais aujourd'hui les gens dès la primaire ils ont un téléphone. Donc tout le monde a accès à l'information, dont des jeunes qui ne sont pas encore assez matures pour traiter cette information et de savoir comment agir. Et du coup, ce qui amène à qu'on ait des jeunes de 12 ans qui se retrouvent dehors à 2h du matin, donc à casser et autres, mais c'est trop facile de réduire le mouvement à c'est juste des jeunes de 12 ans, du coup le mouvement n'est pas politique parce qu'il n'y a pas eu
que des jeunes de 12 ans. Réduire le mouvement à juste c'est des jeunes des petits, pas politisés et juste là pour foutre de la merde, c'est réduire ça et c'est tomber dans la facilité. Donc oui, ils étaient là, mais ils n'étaient pas matures. Et bien évidemment, comme je disais, je vous rejoins, il faut les encadrer pour faire en sorte d'expliquer comment on fait ressortir et comment on fait avancer les choses quand il y a un problème. Mais là, ce qui n'a pas été fait, on ne peut pas les réduire juste à ça. Farhana, c'était quoi la question ? comment t'expliques qu'il y ait des jeunes aussi jeunes qui aient participé à tout ceci ? Ouais. Je pense que c'est surtout un problème de société. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment un fossé entre notre génération, enfin les plus jeunes, ceux de 12 ans, et leurs parents. La technologie, elle a avancé à une vitesse ces derniers temps, et je pense que les parents, ils suivent plus. Ils savent pas ce que leurs enfants, ils ont derrière leurs écrans. Ils voient pas toute la violence qu'il y a. Ils voient pas toute l'information qu'ils ont accès. Ils le comprennent pas. Ils ont juste WhatsApp, mais TikTok, ils connaissent pas. Insta, ils connaissent pas. Twitter, ils connaissent pas. Toute la haine qu'il y a sur Internet, ils le voient pas. Donc ça veut dire, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plus les réseaux sociaux qui éduquent les enfants que leurs propres parents. Ouais. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand je vois un petit de 12 ans qui a TikTok, qui passe ses journées dessus et qui reproduit ce qu'il voit sur TikTok, on a ce résultat-là. On a des petits de 12 ans qui sont dehors à 2h du mat. Et les parents n'ont plus pas d'emprise, mais n'ont plus de contrôle. N'ont plus de contrôle sur leurs enfants parce que ils n'ont pas été habitués à ce que leurs parents leur parlent les études, leur apprennent la vie. C'est TikTok qui leur a appris la vie. Donc logiquement, ils reproduisent ce qu'ils voient sur Internet. Après, on parle bien d'une minorité de jeunes. Oui, bien sûr. Il y a bien sûr la majorité des jeunes écoutent leurs parents et on arrive à être bien suivis par leurs parents. Mais dans des images aussi, parce que la différence entre 2005 et 2023, c'est que là, c'était en tout cas, c'était il y a les réseaux sociaux. Donc c'est très imagé tout ça. Il y avait beaucoup d'images. Et du coup, à travers ces images, on a vu aussi des filles. Des filles même voilées. Qui participaient à tout ça. Et, j'ai bien dit des filles et des filles même voilées. J'ai pas dit que des filles voilées. Voilà, que les mots sont importants. Et du coup, là, on a vu des filles filmées. Certaines, en tout cas, j'ai cru comprendre, qui ont participé, qui ont même volé. J'ai entendu parler d'un Zara qui a été pillé. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais par des filles. J'ai dit, je ne sais pas si c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, comment vous l'expliquez la présence de filles à des heures tardives lors de ces révoltes ? Les réseaux, comme tu as dit, les réseaux. En 2005, il y a des gens qui se sont réveillés et qui ont vu leur quartier saccagé. Ou qui ont entendu des bruits dans la nuit, qui se sont dit tiens, faut peut-être que j'y aille, etc. Mais là c'était la mode, c'était stylé, c'était bien vu. Il y a pas eu sur le coup, c'était pas si grave que ça, quoi. Au pire, vas-y, je voulais ce blazer là, je le prends et puis voilà, au pire c'est pas la fin du monde. Alors qu'en 2005 c'était vraiment plus marquant. Tu te réveilles et moi je me suis réveillée, j'ai déjà regardé sur RATP, je savais déjà que mon bus il allait trop tarder, par exemple. Alors que non, en 2005 tu te réveilles, tu dis qu'est-ce qui s'est passé, ou je comprends pas, ou par exemple si tu travailles en banlieue, tu vas sur Paris, tu te dis oui, ok, c'est passé ça, sur le chemin tu vois des choses. Là on était un peu au courant, quoi. Limite ça faisait des annonces, rejoignez-nous, les points de rendez-vous c'était pour tout le monde, alors que en 2005 c'était que les gens concernés. Oui, toi et moi, on va là-bas à minuit. Là, c'était celui qui veut venir, venez. Une fête, quoi, limite. C'est un barbecue, quoi. Et même, il y a cette histoire du fait que avant, il y avait cette mixité filles-garçons en 2005, mais pas très présente par rapport à 2023. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a beaucoup de filles qui fréquentent les garçons comme les garçons qui fréquentent les filles. Et ce qui fait que, du coup, il y a des filles justement qu'ils ont participé à cette émeute parce qu'il y avait des potes à eux qui participaient. J'ai envie de voler ça, viens, on va braquer ça, etc. Et ils vont, tranquille. Là pour le coup il y a égalité là. Égalité homme-femme, fille-garçon, dans tout, dans les révoltes, dans le pillage, dans tout ça, quoi. En tout cas pour ceux qui ont participé. Niveau quantité, non, c'est plus les garçons que les filles, mais sinon oui. Marjane, je pense que tu veux... ouais, je veux dire que j'étais d'accord avec toi. En fait, c'est pas juste des filles, parce que c'est des filles qui sont allées faire des révoltes. C'est juste des filles aussi qui habitent en banlieue, qui habitent
dans une situation compliquée, et en fait, juste qu'ils vivent comme des garçons. Enfin, surtout, c'est des âges jeunes, enfin 12-13 ans. Des fois, une fille, elle se comporte comme un garçon, et enfin, genre, ils sont potes, ils voient même pas le fait, bah toi, t'es une fille, moi, je suis un garçon, juste, on traîne ensemble, bah vas-y, ce soir, il y a une émeute, je viens et je suis là. Donc, je suis d'accord avec toi aussi. Genre, c'est pas des filles qui sont allées, c'est juste des jeunes. Il n'y a pas de distinction de genre, vraiment. Et puis, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas s'identifier à la situation de Naël. Hein. C'est un garçon qui a été tué, mais ça peut être ton frère, ton neveu, ton ami. Donc, je vois pas pourquoi ça pourrait toucher que les hommes et nous, les femmes. Bah, donc, on pourrait considérer que le profil des gens qui ont participé à. Enfin, l'un des profils de ceux qui ont. C'est un profil asexué. Ouais, ah oui, vraiment. Filles, garçons, il n'y avait même pas de. Ah ouais. Parce que, comme tu l'as dit, nous, en 2005, moi, je suis d'une génération où il y avait une certaine mixité entre les filles et les garçons, mais concernant des révoltes ou des émeutes, comme on pourrait les appeler, et que les garçons dehors. C'est sûr qu'en 2005, une fille qui va faire des émeutes et tout. Enfin, moi, je vois pas. Non, franchement, moi, je vois pas. Mais il y en avait. Mais après aussi, même avant, les femmes se sont levées. À la place de la Bastille, il n'y avait pas que des hommes. C'était tout le monde qui s'est levé. Simone Veil, elle s'est levée. La manifestation en elle-même n'appartient pas à la gente masculine. Sans vous retirer quoi que ce soit. Peut-être vous avez plus de force, je sais pas, mais ça ne vous appartient pas. Ça appartient à un peuple, tout simplement. Mais c'est aussi en fait société, parce qu'aujourd'hui, les femmes sortent plus qu'avant. Ça affirme plus. Si la femme, elle est plus dehors, elle traîne avec des gens qui sont du coup dehors, et donc d'office ils sont en contact, ils ont de la relation, et comme on a dit, ça finit avec des révoltes plus ou moins mixtes. On peut les appeler les révoltes mixtes alors. Les révoltes mixtes. Carrément. Les révoltes mixtes. Mais moi je pense que c'est purement social. À partir du moment où la femme sort plus qu'avant, elle aura plus tendance à se retrouver dans des situations. Parce que pour avoir interviewé Gaël Traoré, il me disait qu'il y avait des filles à l'époque. Mais c'est pas forcément visible dans des vidéos, mais qu'il y avait des filles. Et comme vous le savez, malheureusement, dans des contrôles d'identité dans les quartiers, ce qu'on pourrait appeler des contrôles aux faciès, ce sont les hommes qui sont le plus touchés et visés. Pas forcément moins les femmes. Je sais pas. Ah ouais, c'est quoi, c'est un statistique, j'ai pas des chiffres là, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, moi, j'ai l'impression que les garçons sont plus contrôlés que. C'est vrai que j'aurais dû sortir des chiffres, mais j'ai l'impression que les garçons sont plus contrôlés. Peut-être pas maintenant, peut-être pas à notre époque. Moi, j'ai déjà subi plusieurs fois des contrôles aux faciès, je pense pas. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Surtout en tant que voilée, je pense même, je suis vraiment pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, je suis d'avis de Bouba. Moi aussi, j'ai cette impression. Moi, après, je me suis fait contrôler 2 fois. Mais sinon, moi, j'ai plus l'impression que c'est plus les hommes que les femmes. Après, tu as vu, je dis pas que j'ai pas les chiffres là, mais dans les chiffres que j'ai vus, en tout cas, il y avait un pourcentage d'hommes qui étaient plus contrôlés, en tout cas d'hommes racisés, comme on dirait, qui sont plus contrôlés. Par définition, il y en a plus dehors. Ouais, c'est ça. Par définition, oui, c'est logique que ça soit plus contrôlé, mais si on mettait 10 hommes et 10 femmes, je suis pas sûr. Mais si c'est forcément s'il y a 20 hommes et 3 femmes, par logique, c'est les hommes qui sont plus contrôlés. Après, comme vous le savez, dans les quartiers, la rue est très masculine, même si elle a eu tendance à... Il y a plus de mixité. Moi, je le vois dans les quartiers aujourd'hui où il y a des filles qui se posent entre elles. Avant, les filles, elles étaient plus en mode « je me promène autour du quartier ». Maintenant, elles se posent. Même il y en a même qui se posent avec des garçons et que vas-y, c'est des potes et vas-y, on discute. Il y a des chichas, il y a ci, il y a ça. Tu vois. Mais la question que je voudrais vous poser aussi, c'est... je voulais en venir à cette question-là, c'est comment vous expliquez cette peur que certains ressentent envers la police, envers des agents de la police? Elle est justifiée. Tout simplement parce que les policiers, en fait, ils nous rassurent pas. Parce qu'on voit... Après tout ce qu'on voit à la télé, que ce soit par rapport aux émeutes de 2005, que ce soit les bavures policières, par exemple Curtis Amassi, que ce soit Adama Traoré ou d'autres personnes, comme Naël aussi, plus on voit les choses, plus on voit aussi les images. Parce que maintenant, vu qu'il y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand il y a des trucs comme ça qui se passent, il y a les images. Par exemple, là on parle de ce qui s'est passé avec Naël. Si les vidéos ne seraient pas sorties, en fait, l'histoire elle serait terminée, clairement, parce que le policier, en plus, il a menti dans sa déclaration. Et voilà. T'as vu Je me suis perdue un peu. J'ai vu tes émotions là en train de se bagarrer dans ton corps. Quelqu'un veut rebondir? Je sais même plus c'est quoi la question. Je pense que déjà, le meurtre, c'est le pire.
Mais avant le meurtre, il se passe déjà plein d'autres choses qui font qu'on craint la police. On peut déjà... Enfin, il y a plein de contextes où on peut rencontrer la police. Demain, quelqu'un rentre chez toi par infraction, t'as perdu tes papiers, tu vas au commissariat, on t'a bousculé. Enfin, il y a plein d'autres choses. Le meurtre, c'est le pire. C'est la dernière case. Après, c'est fini, t'es mort, donc voilà. Mais entre-temps, tout ce qui se passe, toutes les procédures, toutes les choses, parce que en vrai, on va rencontrer la police, ok, est-ce que la police a vraiment résolu ton problème? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme tu le souhaitais? Parce qu'on a des attentes. Forcément, pour nous, la police va régler le problème, ou ils vont nous trouver une solution sur du court, du long terme, peu importe, mais on attend quelque chose derrière. On n'attend pas que ça change rien. La plupart du temps, malheureusement, soit ça prend trop de temps, soit on ne nous prend pas au sérieux, soit l'affaire en question, elle n'est pas réglée comme on le souhaite, soit on est en tort alors que c'est nous la victime. Il y a plein d'autres choses qui font que on a peur. Donc quand on va jusqu'à un meurtre, là c'est pire. Déjà j'ai peur avant, là on tue nos semblables. Donc forcément... Donc, selon vous, ces refus d'obtempérer, ils sont dus au fait que certains hommes dans les quartiers, issus des minorités notamment, ressentent de la peur envers les agents de police. Pas que de la peur. Non, maintenant la peur, parce qu'il y a eu des meurtres, il y a eu plusieurs choses. Mais avant ça, il y a eu des choses. C'est ça que je dis, le meurtre, c'est le pire. Il y a eu des meurtres, il y a eu des choses, mais avant ça même, la manière de faire, la manière de parler, des fois il n'y a pas de bonjour, des fois on me bouscule, des fois tu me demandes mes papiers pour rien. Enfin, il y a plein d'autres choses. Déjà rien que dans la manière de s'approcher, tu peux te sentir agressé, au-delà d'avoir peur. Non, peur à un moment donné, bon, peut-être pas abuser, mais comment tu me parles, tu me dis pas bonjour, je suis en règle, c'est ça, une fois, deux fois, trois fois, quand c'est au quotidien, quand c'est sur toute une vie, quand ça fait 20 ans que c'est comme ça. À un moment donné, oui, la prochaine fois que tu vas me demander, je vais me dire, tu vas faire quoi? Tu vas me tuer, alors la prochaine fois, tu sors une arme. Donc oui, à un moment donné, c'est pas de la peur, mais c'est de l'appréhension. Et de la méfiance aussi. Moi, je pense qu'aussi, on a beaucoup perdu confiance à la police. Ça veut dire, moi, par exemple, je prends le cas en tant que femme, les violences conjugales. Quand on va porter plainte à la police, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Est-ce qu'ils prennent même notre plainte? Ils la prennent même plus, notre plainte. Ils disent non, rentrez chez vous, il va rien vous faire, il va rien se passer. Qu'est-ce qui se passe après? Les femmes, elles sont tuées. Donc en fait, c'est vraiment une perte de confiance qu'on a à la police. On se dit, en fait, la police, ça sert plus à rien. Elle était censée nous protéger. À l'heure actuelle, elle fait tout le contraire. Elle nous tue. Elle nous tue. Je sais pas si on s'en rend compte que c'est censé être les gardiens de la paix. Pour l'instant, je vois pas ça. Voilà. Donc gardien de la paix, gardien de la peur. Ouais, gardien de la peur, mais vraiment. Et je pense que c'est comme ça qu'ils contrôlent, entre guillemets, le peuple ou les banlieues. C'est par la peur. Ils essaient pas d'avoir de dialogue, ils essaient pas de trouver des solutions, ils essayent pas de nous comprendre. Non, ils nous stigmatisent, ils nous contrôlent à toute patate. Ils arrivent dans nos quartiers comme ça. Des fois, je vois des jeunes, juste ils sont posés, ils parlent, ils font pas de bêtises, ils font rien. Allez hop, contrôle de police. Et après, ils les maltraitent. C'est tout le temps comme ça. Attends, Marjane, tu veux rebondir? Attends 2 secondes. Marjane, tu veux rebondir? Je suis d'accord avec le fait que la peur, c'est un sentiment constant chez les jeunes. Mais là, je vais donner une référence pas du tout intellectuelle. Mais par exemple, dans la vidéo de Greg Guillotin, le pire stagiaire, à la fin, c'est le rappeur. En gros, il y a une affaire de drogue, mais lui, il a rien fait du tout. Du coup, il sait pas que c'est une mise en scène. Et en fait, sa première réaction, c'est de courir avec ses potes directement. Et après, il le rattrape et donc il comprend que en fait c'était une mise en scène, et il dit mais moi la première réaction, si je vois un truc, je vois des drogues, je vois un arme, moi je suis tout le temps là, je cours. Genre c'est la première solution pour un jeune de se dire mais même si j'ai rien fait, une personne qui, du coup Naël dans la voiture ou n'importe qui, du coup un jeune qui n'a rien à se reprocher peut agir comme une personne qui a quelque chose à se reprocher, alors que dans les faits non. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est parce qu'il y a réellement une peur. Pourquoi est-ce que j'irais courir alors que j'ai rien à me reprocher? Parce que je sais que derrière, peut-être que j'ai fait quelque chose ou non, il y aura des conséquences. Quoi qu'il arrive, ça va me retomber dessus, en fait. Quoi qu'il arrive. Et malheureusement, Bouna et Zied, c'est ce qui s'est passé. Ils ont vu la police, ils ont couru, ils sont partis se cacher dans un transformateur électrique. Ils sont morts, malheureusement. Dans ces regardez-là aussi, on a vu des mamans. Il y avait que ce soit des mamans, que ce soit des jeunes, on a vu des vidéos un peu marrantes, même de mamans où les gens rigolaient. Oui, ils ont regardé la maman être pille. Mais qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Le fait qu'on voit des mamans qui se mettent à piller. C'est un vrai problème de société économique. Il y a rien d'autre. Aujourd'hui, il y a des gens. Je me souviens plus du chiffre, mais de personnes qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté en France. Mais c'est affolant. Je te sors juste un chiffre, Grigny. Je sais pas pour vendre, c'est pas pour. Calmez-vous. On allait venir. C'est la capitale de la France, Grigny, maintenant. Laisse tomber. Oui, Grigny, capitale de la France, ici, mais ça, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, malheureusement, l'une des villes les plus pauvres de France, si ce n'est pas la plus pauvre, un habitant sur 2 vit avec moins de 900 €. Je t'en prie. Donc, à partir de ce moment-là,
les parents, ils veulent juste vivre et nourrir leur enfant aussi. Donc, attention, je justifie pas le vol, je justifie pas le pillage, je justifie rien de tout ça parce que ça va à l'encontre même de mes valeurs. Mais grâce à Dieu, grâce à la bonne étoile, peu importe ce en quoi vous croyez, j'ai eu de la chance de pouvoir manger, d'avoir un frigo plein. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, quand il y a un parent qui voit son enfant rentrer avec de la nourriture, t'en arrives au stade où tu poses même plus la question de d'où ça vient. Tu veux juste que ton enfant mange. Donc voilà. Ouais, pareil, ça représente en fait la société d'aujourd'hui. Après, je crois que c'était après le Covid, les riches se sont enrichis et les pauvres se sont appauvris. Donc comment on peut expliquer que la France est je crois que c'est la 7e puissance mondiale, il me semble, et qu'on ait autant de personnes qui est sous le seuil de pauvreté et qu'on attend des émeutes pour pouvoir piller. Normalement, quand on voit des pillages, on va juste prendre ce qu'il y a devant nous. Non, là, on attendait des vidéos qui demandaient est-ce qu'il y avait de la lessive, est-ce qu'il y avait de la mascarpone, est-ce qu'il y avait ceci. On a vu des petits, les volets de l'huile, voilà, donc, du riz, des matières premières. Des matières premières qui coûtent super cher. Donc, ça reflète en fait juste la société d'aujourd'hui et c'est très grave d'en arriver là, d'attendre des émeutes pour pouvoir survivre en fait. En fait, les gens survivent à l'heure actuelle. Ça commence à devenir limite une guerre sociale, mais les gens survivent. Mais au-delà même des émeutes, excuse-moi, mais au-delà même des émeutes, je regardais un reportage, je sais plus si c'était sur le journal de TF1 ou sur la 2. Le fait est que c'était des personnes, je vais dire bien non racisées, parce qu'on pointe beaucoup du doigt les personnes issues de l'immigration, même si elles sont françaises, je souligne, des personnes non racisées qui veulent de la viande parce qu'ils veulent avoir le privilège de goûter un morceau de jambon, un morceau de veau, je sais pas, peu importe. Mais elles le font. Et maintenant, les grandes surfaces, elles hésitent ils font leurs calculs, bien évidemment, pour des raisons de rentabilité. Mais est-ce que le vol est à petite échelle, donc on laisse voler, ou est-ce que on va commencer à mettre des salariés dans les rayons pour justement peser les légumes, les fruits? Parce que maintenant, ce qu'ils font, c'est ils mettent le fruit, le légume, enfin la quantité qu'ils veulent sur la balance, ils impriment le prix et ensuite ils en rajoutent, puis ils collent l'étiquette. Tu vois? Donc, je pense que c'est quelque chose qui est social et qui touche l'ensemble des citoyens français. Il y a même une augmentation de la pauvreté. Là, je parle de la Seine-Saint-Denis, ce que j'avais vu. C'était, je crois, en 2004 ou en 2005, il y avait 18% de personnes en dessous du taux de pauvreté en Seine-Saint-Denis et aujourd'hui, on a 27%. Donc, comment on peut expliquer ça que presque 15 ans après, ouais, alors qu'il y a plein de fonds qui sortent de la part des mairies de la Seine-Saint-Denis et autres. Il y a tout le temps, d'après les politiques, plein de fonds qui ressortent pour aider les familles et tout, et on se rend compte qu'en fait, le taux de pauvreté, il fait que augmenter. Mais du coup, qu'est-ce qui est réellement fait pour lutter contre la pauvreté, si elle fait que augmenter? Alors qu'encore, on est dans l'amélioration et dans la modernité aujourd'hui de plus en plus, on se rend compte que les gens sont encore plus pauvres, donc il y a un décalage entre une société qui avance et une qui recule. Parce que tout à l'heure, dans le débat qu'on avait avec les garçons, je ne dis pas qu'ils cautionnaient la violence, mais ils disaient qu'à un moment donné, si on n'opte pas pour la violence, il n'y a rien rien ne va changer. Est-ce que vous êtes de leur avis? Comme quoi, à un moment donné, il faut forcément qu'il y ait des révoltes violentes pour que des choses changent en France ou dans le monde. C'est pas forcément violence. Quand on le dit comme ça, c'est violent pour le coup, ça, voilà. Mais c'est pas la violence en elle-même comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut utiliser des moyens qui marchent. Donc, je pense qu'avant la violence, il y a eu plein d'autres moyens de communiquer. Pour moi, la communication règle tout, mais on peut pas parler, on peut pas s'exprimer. Donc, c'est qu'à un moment donné, il va falloir agir. Après, violemment ou pas, malheureusement, des fois, il y a toujours des débordements. On reste des humains. On n'est pas dans une société où tout est super réglé, tout est comme ça, c'est pas... Non, malheureusement, on est obligé des fois de se faire entendre. Et qui dit se faire entendre, qui dit utiliser des moyens un peu plus drastiques. Après, la violence en elle-même... si on dit oui, tirer partout, tuer à tout va, ok. Mais par exemple, voilà, demain je te parle un peu sur un ton condescendant, ça peut être considéré comme la violence aussi. Pourtant, physiquement, on n'a rien, toi et moi. Donc la violence, ça veut dire toucher vraiment, voilà, une guerre, quoi. Alors, enfin, la guerre fait partie de la vie, la guerre fait partie de nos sociétés, la guerre fait partie de tout. Aujourd'hui, notre pays, même la France, a combattu il n'y a pas si longtemps que...
voilà quoi, nous on a de notre chance, notre génération nous-mêmes on n'a pas été au front, mais bien sûr que la violence fait partie des moyens de se faire entendre, c'est aussi vieux que le monde. Là ça s'appelle la guerre tout simplement. Oui mais est-ce que là, enfin en tout cas quand on parle des révoltes, qu'est-ce qui change juste après? Parce que moi j'ai eu des débats avec des plus grands qui me disaient bon t'as vu, moi si j'avais eu leur âge, j'aurais été dans ces révoltes-là, parce qu'à un moment donné ils estiment que ces grands-là ils me disaient faut tout raser, faut tout bousiller pour tout reconstruire. Et moi, tout ce que je leur disais, mais ils vont juste prendre des grosses peines. La violence, c'est pas une solution, c'est un moyen, pour moi. Dans le sens où c'est un moyen de se faire entendre, qui a un écho. Quand tu vois que le débat est arrivé à l'Assemblée nationale, tu vois, d'un point de vue législatif. Il y a eu la question de est-ce qu'on abroge la loi de 2017 qui avait été adoptée sous Bernard Cazeneuve, où en plus de la légitime défense, qui est un principe qui est énoncé dans le code pénal, il y a eu, ils ont rajouté la loi en question relative à la sécurité publique, où ils te précisent que le policier, en cas de refus d'obtempérer, dans l'hypothèse où son intégrité physique ou l'intégrité physique d'autrui est mise en cause, il peut tirer. Donc, Bernard Cazeneuve dit bien que c'est pas un permis de tuer, et on l'entend bien, mais du coup, le débat s'est fait de est-ce qu'on abroge la loi ou pas, tu vois. Et au final, il y a quand même une règle, il y a des conditions. Donc finalement, abroger la loi, pourquoi? Puisqu'elle est encadrée. En l'occurrence, avec Nahel, la loi, elle n'a pas été... Enfin, en tout cas, le policier semble très clairement hors cadre. Donc la réponse, je ne pense pas qu'elle soit non plus législative. La loi, elle ne peut pas tout faire. Je pense que c'est vraiment une question de société, au final. C'est vraiment une question de société. Aujourd'hui, on a des médias qui viennent creuser entre eux différents types de personnes, différents types de religions, sans en citer aucune. Au final, ouais, je ne pense pas que ce soit la loi le problème. Je pense que, en plus d'avoir un écho au niveau national, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Moi, je voulais dire que, au niveau de la violence, moi, je trouve que c'est un moyen, comme elle a dit Yasmine, mais en fait, ça va pas bouger. Encore une fois, parce que on est les Noirs et les Arabes, banlieue, etc. C'est tout le temps la même chose avec la police. Ça fait des années qu'il y a toujours des bavures policières, les émeutes, etc., les conflits. Par exemple, Assa Traoré qui s'est battu pendant des années pour, au final, on lui dit c'est un non-lieu. Encore, elle n'a pas fait de la violence. Elle, c'était plus un combat, manifestation, etc. Pacifique. Mais voilà, pacifique. Et même ça, pacifique, si on ne se fait pas frapper ou si on ne se fait pas contrôler parce qu'on est noir ou arabe, c'est autre chose. Mais moi, je trouve que... En plus, ça a fait beaucoup de dégâts. Hein. Ça a vraiment fait beaucoup de dégâts, que ce soit par rapport aux... plein de choses qui ont été brûlées. Moi, je vais prendre l'exemple de Grigny parce que j'étais là ce jour-là. C'est pas par rapport à Bouba. J'étais là ce jour-là. Quand le bus il a brûlé, pendant plus d'un mois, il n'y avait plus de bus. C'est pas genre la ligne qui a été arrêtée, c'est tous les bus ont été arrêtés. Ça veut dire que de la gare Grigny 2 jusqu'à la Grande Borne, il faut 20 à 25 minutes de marche. Les parents, dès le matin, tu imagines, genre à 5h du matin, tu dois marcher de Grigny-la-Grande-Borne. Et en plus, si tu habites loin de Grigny-la-Grande-Borne, c'est compliqué. Pour aller jusqu'à la gare, que ce soit les mamans, les papas, sachant qu'ils sont âgés, la plupart, ils sont fatigués, etc. Enfin, faut que les jeunes, ils pensent aux conséquences aussi de leurs actes. Marjane, est-ce que la violence est-elle le remède pour un changement sociétal? Pour l'utilisation de la violence, pour toutes les causes, il y a plusieurs moyens d'arriver à ces fins. Par exemple, du coup, moi je suis dans une association, j'ai choisi le milieu associatif pour défendre ma cause. Mais une cause, elle est générale. Là, par exemple, imaginons aux États-Unis, pendant la ségrégation, il y avait plein d'acteurs. Et tous ces acteurs, il y en a qui ont choisi la voie de la violence, il y en a qui ont choisi la voie de la discussion. Mais je pense que c'est tous ces acteurs qui font que ça a aidé la cause. C'est pas... Si je devais personnellement m'engager, ce serait du coup d'une manière pacifique, mais on peut pas nier que la violence
Et donc l'extrémisme aussi dans les causes, de n'importe où, de tout temps, a aidé à amener sur le débat. Que ce soit, c'est peut-être mauvais ce qui se passe, les répercussions sont énormes, mais qu'on le veuille ou non, c'est quand même un moyen de pression qui fait qu'on va écouter les personnes, du coup même qui sont peut-être pas ensemble, les extrémistes et du coup les personnes qui veulent dialoguer sont pas ensemble, mais qu'on va donner plus de cachet et de crédit aux personnes qui veulent discuter. Parce que souvent, les personnes du coup qui revendiquent, c'est des personnes qui sont minoritaires, sont des minorités, et donc les personnes qui sont en dessous de la loi, de l'État ou autre. Par exemple, là je parlais des États-Unis, c'était l'État qui était au-dessus, les Noirs n'avaient pas de droit aux États-Unis. Aujourd'hui, on est en France, c'est pas la même chose, mais en soi, c'est quand même des jeunes entre 16 et 18 ans parce qu'ils habitent dans un environnement et sont stigmatisés comme tels, peuvent risquer d'être tués. Donc à partir du moment où on est quand même dans un rapport de puissance où c'est clairement dominant-dominé, et juste de vouloir, moi je voudrais discuter, mais moi je suis déjà le dominant, pourquoi je vais juste discuter avec toi si t'as pas de... Enfin, si t'as rien à m'offrir, ou si t'as rien qui fait que pour aller dans ton sens. Pour que je t'écoute. C'est ça, et la violence, même si elle est punissable, comme t'as dit, il y a des peines de prison, et pour moi, qui peuvent être justes, puisque les pillages et tout, mais personne ne devrait cautionner ça, mais d'un certain moyen, on peut pas nier que ça amène le débat, et que ça amène à avancer, et à porter la cause. Parce que ça aide. Tu l'as dit, les peines de prison. Il y a un petit qui a pris 18 mois pour un vol de Red Bull, alors qu'il n'a jamais fait de prison. Je crois qu'il doit faire 10 mois ferme et 8 mois de sursis. Là, il y a un jeune qui s'est fait expulser avec sa famille parce qu'ils ont dit toi, t'es un émeutier. Ils ont dû remonter à peut-être des loyers impayés ou des choses comme ça. Ils ont dit vas-y, office HLM, vas-y, l'État en avis, vas-y, expulsion. Oui, ça, c'est vraiment très malheureux et... Là, pour le coup, ça dessert des gens. Là, vraiment, les émeutes, ça a desservi à certaines personnes. Mais en fait, le problème, c'est pas les émeutes en elles-mêmes. Après, voilà, en condamnant les délits et tout. Mais en fait, c'est que derrière, il n'y a rien eu. En fait, c'est comme si t'exploses, mais ça mène à rien derrière. Il faut exploser. Et derrière, il aurait fallu qu'il y ait 2-3 personnes qui se lèvent. Des leaders. Est-ce qu'il y a eu des leaders parmi tous ces jeunes? En fait, il n'y a rien eu, même au-delà de leaders, parce que c'est pas tout le monde qui peut prendre cette étoffe. Et en plus, là, c'était du jour au lendemain. Donc, ça veut dire qu'il faudrait déjà quelqu'un qui soit déjà engagé dedans depuis. Enfin, du jour au lendemain, avoir un leader, c'est pas... Le phénomène, il était trop... Sur 5 jours, comme tu as dit, 5 nuits, c'est trop peu pour qu'entre-temps, il y ait quelque chose. Tu vois, la ségrégation, ça a été sur des années. Donc, il y a des gens qui se sont levés. On a parlé des Gilets jaunes, mais Gilets jaunes, après, c'était plus âgé aussi, les gens. Tu vois, mais il y a eu des leaders, il y a des têtes qui sont ressortis. Voilà, oui, c'est ça. Oui, il y a eu des syndicats, il y a plein de choses qui se sont levées. Mais en fait, c'est ça, les émeutes comme ça, brutes, même, oui, ça sert à rien, ça dessert. Mais les émeutes, pour moi, pour arriver à autre chose, malheureusement, oui, ça sert à quelque chose. Mais brutes comme ça, non. Tu penses que ça sert à quelque chose? Regarde, est-ce que... Parce que ma question aussi, c'est est-ce que ces révoltes, elles ont servi la cause des quartiers? Est-ce que, concrètement... Ça aurait pu. Ça aurait pu. En 1789, ils ont fait quoi? Ils ont guillotiné le roi. Ils ont pris la Bastille. Ils ont fait tout ça. Oui. Derrière, après, ça a fait quoi? Parce que derrière, après, on croit que la France, ça y est, la monarchie absolue, c'est tombé. Non, il y a encore eu de la monarchie absolue, il y a encore eu des régimes totalitaires, etc. Mais ça a amené à des lois, ça a amené à des débats, ça a amené à tout ça. Oui, ça a amélioré un certain cadre de vie, mais le clivage sociétal est toujours là. C'est-à-dire, ok, les culottes courtes, oui, on a dit les paysans, oui, l'impôt était trop cher, si et ça, mais les gens sont restés à leur place, au final. Oui. Voilà, des gens de milieu aisé. Long terme. Mais on en parlait tout à l'heure, attention, le problème, il est encore économique. Quand tu regardes les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, ils se battaient pour un problème qui était économique, et l'ensemble du territoire national s'est retrouvé dans cette cause. Donc, même si il y a eu des agressions, tout ça, il y a eu des violences, le fait est que l'idée initiale, ils l'ont vue comme noble. Là, avec Naël, ça a été quoi? Ça a été un jeune de banlieue, et ça a encore fait l'objet d'une stigmatisation de la personne, de ses origines, et tout revient à un problème qui est structurel, c'est le racisme. Et même, ils ont précisé justement, les médias, ils ont précisé ses origines. Oui, même, ils ont caricaturé sa mère. Les gens de banlieue, en fait... Ils ont caricaturé le personnage en lui-même, genre, ils n'ont pas fait ressortir... Enfin, voilà, on avait d'un côté ses proches qui disaient que c'était un jeune lambda, qu'il était gentil, apprécié. Il y a d'autre côté, mais qu'est-ce qu'à 17 ans, il faut au volant d'une voiture, et puis regarder la voiture, et puis regarder sa mère, et puis... Et il y a aussi le fait qu'ils ont quand même menti sur Naël en disant qu'il avait un casier judiciaire rempli, alors qu'il a été prouvé, et même connu de la police apparemment, alors que ça a été prouvé
casier judiciaire vierge. Ouais, il avait juste des contraventions. Voilà. Comme n'importe quel citoyen. Et il y a même eu un propos d'une députée, et je trouve ça choquant, c'est quel genre de Français ? Mais un Français est un Français. On revient à mettre attention, je vais donner un Eric, par exemple, qui va commettre l'indéfendable, je sais pas, il va tuer. C'est un criminel. On remet pas en cause sa nationalité. On remet pas en cause le fait qu'il soit citoyen français. Quand tu es issu des minorités, il y a directement la question de l'origine. Et tu le vois dans les médias. Alors, je vais pas les citer. On a les BFM TV, les CNews, les LCI. LCI, ouais. Ou d'origine, de confession, c'est fatigant. C'est fatigant. On est tous français. Je suis désolée. Moi, je suis née dans le 92, plus riche département de France. Non, mais plus sérieusement, on se pose la question de est-ce qu'on a notre place ? C'est quoi notre place ? C'est l'avion. Parce que quand on va au bled, nous, on est des Européens pour les gens qui sont là-bas. Et ici, on n'est pas français. Je comprends pas. J'ai grandi en France, sur le territoire français. Je suis allée à l'école de la République. J'ai appris le principe de laïcité. Bon, on a des nouveaux débats sur la baïa, mais ça ferait l'objet d'un... On va en parler à la fin. J'ai des choses à dire. Mais du coup, voilà, c'est fatigant. On occupe une place dans les médias qui est incroyable, alors que on est une minorité finalement quand tu regardes. En fait, en fait, ils se nourrissent de ça justement. Ça les aide au niveau de comment on dit ça quand ils ont camouflé d'auditoire, voilà, d'audience, plus d'audience et tout, et même quand on a, par rapport aux garçons, ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est justement par rapport au fait que ceux qui sont hors de l'Île-de-France, hors des banlieues, les provinces, etc., ils regardent ça à la télé, ils se disent mais oui, ils sont comme ça, les émigrés, les Noirs et les Arabes, oui, ils sont comme ça, ils sont violents, ils comprennent pas en fait, justement à cause de ce genre de médias. À chaque fois qu'il y a un truc qui concerne les Noirs et les Arabes, où il y a des problèmes, où il y a du bordel, etc., ça leur fait plaisir, ils diffusent ça. Marjane, tout à l'heure, tu parlais du fait que même si ces jeunes-là, qui ont participé à ces révoltes, n'en ont pas conscience, on peut le considérer comme étant des actes politiques, même si c'est des actes politiques inconscients. C'est ce que j'ai bien compris. À peu près, j'ai l'impression d'avoir compris ça comme ça. Mais on se rend compte quand même que ces jeunes-là, ils ont oublié la cause de Naël à un moment donné. Parce que lorsqu'il y a eu des interrogatoires au commissariat en garde à vue, la plupart des jeunes ne parlaient pas de Naël. Ils parlaient du fait qu'à un moment donné, ils étaient là pour... c'était un amusement. C'était, c'était la manière dont on le percevait, c'était comme l'activité ludique de l'été. Tu sais, vas-y, à un moment donné, on arrive au début de l'été, mais aussi, c'est parce qu'aussi, à un moment donné aussi, il y a des, il y a des causes. Il y a un ennui anormal dans les quartiers, une recherche d'adrénaline qui a fait que ça emmenait à tout ça. Mais est-ce que ces jeunes-là, ils étaient quand même dans un concours de qui va faire la plus grosse dinguerie ? Et avec Imagé, avec Snap, avec des grands même de quartier qui sont là, qui sont en train de snapper leurs petits. Regardez mes petits ce qu'ils font. Il y avait ça. Mais sur Twitter, ça a chauffé Grigny. Bon, tu voulais dire. C'est là que... Farhana. Attends, non, Morgane, s'il te plaît. Pour répondre à ça, oui, clairement. Mais comme toute personne, il y a plusieurs profils. Il y a des profils, clairement. Il y a des gens qui aiment le bordel. Il y a des gens qui voulaient juste voler. Enfin, il y avait des comptes Twitter qui revendaient les trucs. Benef émeute qui veut acheter ça, qui veut acheter ça. Non, mais clairement, je l'ai vu. Enfin, il y a plusieurs profils. Il y a des gens, mais là, bien évidemment qu'il n'y a rien de politique. C'est juste des profiteurs. C'est tout. Mais on peut pas réduire la chose à cela. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, du coup, tout ce qui a été fait, en fait, pour moi, c'est un énorme piège qui s'est refermé sur les banlieues. Et quand on regarde ce qui se passe après, les banlieues ont été, après les émeutes, pour moi, totalement... en fait, ils ont perdu. Ils ont perdu. Parce qu'ils ont perdu quoi ? Ils ont perdu les voix politiques des modérés, je dirais. Des modérés, peut-être un peu des centres-droits, centres-gauche, qui seraient en mode, bon, on peut comprendre qu'un jeune est mort, mais quand ils voient à la télé tout ce qui s'est passé, mais ils sont plus du tout du côté des banlieues. Déjà, du coup, on a perdu la voix de tous les gens qui pourraient être entre les deux et qui pourraient comprendre. Et de deux, quand on regarde ce qui a été fait, toutes les lois qui sont sorties, c'est contre les jeunes de banlieue, en fait. Il n'y a rien qui a été fait contre la police. Mais la loi de 2007, du coup, est-ce qu'elle a été abrogée ? Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu plus de contrôle pour la police ? Pas du tout. Qu'est-ce qui a été fait, par contre ? Exclusion des logements sociaux, ce qu'on a vu.
On a parlé même d'arrêter les réseaux quand il y a la crise. Enfin, il y a toutes les lois qui viennent après, c'est contre les jeunes de banlieue. Donc en fait, dans les conséquences, est-ce qu'on peut dire qu'elle a desservi la cause même ? C'est au-delà de ça. Pour moi, elle a desservi les banlieues parce que, il y a toutes les répercussions, c'est contre eux. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une manipulation politique. Déjà, juste en utilisant le mot émeute, on imagine quoi ? On imagine un mec cagoulé qui juste y casse et qui en a rien à faire. Enfin, on a mis tout ce mouvement derrière juste une personne, comme des casseurs, qu'on disait les profiteurs qui existent réellement, mais on les a juste réduits à ça. C'est pour ça que, même si personnellement je ne cautionne pas ces émeutes ou ces révoltes, je fais une différence entre ce qu'on appelle des révoltes et des émeutes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a parlé de 2005, il y avait plein de gens, des militants qui disaient « ne parlons pas d'émeutes, mais de révoltes ». Parce que des révoltes, c'est des gens qui à un moment donné ont des revendications, pour le coup là, pour 2023, inconscientes ou conscientes, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, beaucoup de militants ont préféré parler de révolte par rapport à des gens qui sont dans un engagement plutôt que d'émeute, même si je ne cautionne pas le concept de se révolter. Mais est-ce qu'à un moment donné, le Covid n'y est pas pour quelque chose dans la psychologie de ces petits qui, à un moment donné, se sont mis à être déchaînés, dans un espèce de déchaînement ? Est-ce qu'à un moment donné, on sait qu'il doit y avoir sûrement des gens qui étudient la jeunesse par rapport à la psychologie de la jeunesse par rapport au Covid, mais est-ce que le fait que le Covid soit passé par là, l'enfermement de cette jeunesse-là, de cette jeunesse-là, est-ce que ça n'a pas nourri aussi toute cet enjaillement ou cette colère qu'il y a eu lorsqu'il y a eu ces révoltes-là ? Je pense que c'est vraiment que les réseaux sociaux qui ont engrainé... Je pense que c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont engrainé en fait la situation. S'il n'y aurait pas eu... Avant, je pense que c'était un peu du bouche à oreille. C'est pour ça qu'il y avait pas... on ne se rendait pas compte de la population qu'il y avait dans les rues. Mais là, à l'heure actuelle, quand l'info elle est passée, c'était grâce aux réseaux sociaux. S'ils se donnaient rendez-vous à tel et tel endroit, c'est grâce aux réseaux sociaux. Et je pense que même s'il n'y aurait pas eu le Covid, je pense qu'il y aurait eu la même haine à l'intérieur de leur cœur. Tu penses ? Ouais, je pense. Vous pensez ? Je pense que c'est... Ouais, honnêtement, le Covid, j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié. C'est derrière nous. J'ai pas l'impression qu'il y a eu énormément de conséquences sur notre psychique. Après, il y en a eu, mais on est vraiment post-partum maintenant. Vraiment post. Avant, juste après, oui, mais par exemple, si on veut reparler par rapport économiquement, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé après le Covid, c'est que j'ai vu que les gens qui étaient dans la rue ou les gens qui avaient des difficultés financières, c'était pas des clochards, c'était pas des gens, c'est des gens lambda. Moi, comme toi, en fait, on pouvait tous se retrouver dans la situation dans laquelle ils étaient. Le Covid, ça a mis des gens dans une situation rouge, voire noire, alors que c'est les gens qui demandaient... Enfin, moi, dans le métro, je vois souvent des gens qui demandent, mais ils sont pas mal sapés, ils sont pas... Voilà, même, ils expliquent, ils disent, ouais, voilà, moi, j'ai perdu... Et je vous jure qu'il y en a qui disent, c'est le Covid. Voilà, depuis le Covid, j'ai perdu mon logement, depuis le Covid, j'ai perdu mon emploi, depuis le Covid, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Donc, indirectement, oui, le Covid, ça a des conséquences, indirectement. Peut-être des conséquences inconscientes. Voilà, des conséquences inconscientes. Même les relations, elles ont changé. Oui. Moi, je fais plus la bise depuis le Covid. Même si on n'est plus en restriction, même si on n'est plus en confinement, même si on n'est plus en distanciation. Mais ça a eu des conséquences et c'est derrière, quoi. Genre, c'est derrière. Elles sont quand même là, mais c'est derrière. Donc, peut-être que ça nourrit, mais c'est vraiment pas ça le truc le plus gros, quoi. Tout à l'heure, on a parlé de la maman de Naël. Vous qui êtes des femmes... Bon, ouais, je suis un homme, mais bon, quoi qu'il en soit, on a des perceptions différentes. Mais quoi qu'il en soit, comment vous avez trouvé l'encadrement autour de cette maman ? Elle n'a pas été... Et l'image même que ça a reflété, même les différents commentaires positifs ou négatifs. Mais j'ai l'impression d'avoir plus vu des commentaires négatifs que positifs. Mais tout cet encadrement autour de cette maman, des artistes qui arrivent, qui se snappent... qui viennent, qui sont proches d'elle, et puis je ne sais pas s'ils sont encore en soutien avec elle aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, tout ça là, ça vous a évoqué quoi tout ça ? Il n'y a pas eu d'aide psychologique par rapport à la maman. Enfin, très peu même. Après, ça se trouve, il y en a eu. Il y en a eu, oui, ça, mais le problème, c'est que moi, je trouve que, par exemple, quand il y a eu la marche là, elle était en cross, en motocross. Je sais pas si c'est pendant la marche, mais en tout cas, je l'ai vu en cross et oui, voilà. Plein de gens ont trouvé ça assez... c'est bizarre. Ça a interpellé plein de gens. Je pense qu'elle a été un peu instrumentalisée et je pense qu'ils ont récupéré
Sa détresse. Ouais, sa détresse émotionnelle, et ils en ont fait ce qu'ils voulaient, l'image qu'ils voulaient, et ça a profité à certains pour avoir de la visibilité. Malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a pris tellement de place, et c'est la course à celui qui va être le plus connu, celui qui va avoir le plus de vues, celui qui va avoir le plus de followers. Et en fait, tout est bon pour faire des vues. Ça veut dire le bad buzz. Il y a plein de gens qui font du bad buzz pour avoir des vues. Dès qu'il y a, par exemple, on peut reprendre aussi l'affaire de la petite Lola qui avait été tuée et tout. Et par exemple, l'extrême droite avait repris ce fait divers pour la rallier à leur cause. Donc en fait, à chaque fois que maintenant il y aura un drame, j'ai l'impression que ça va être politisé et ce sera celui qui va récupérer le drame à son avantage. Donc là, Lola, c'était l'extrême droite. Là, par rapport à la mère Anaël, c'était les réseaux sociaux. C'était, je crois qu'il y avait Mazda, non pas Mazda, comment il s'appelle le mec là de Montpellier, Nasdaq qui se filme en train d'appeler sa mère. Enfin, c'est ridicule, on n'a pas besoin de ça. On n'a tellement pas besoin de ça. Au lieu de faire passer des vrais messages comme quoi les banlieues ils sont dans la merde pour donner une bonne image de la banlieue, non, eux ils en profitent juste pour récupérer des followers, et je trouve ça mais tellement ridicule. Moi pour le coup, on peut pas jeter la pierre à la mer. Genre pour avoir vu des mamans qui ont perdu leur fils, en fait perdre son enfant. En fait, tellement. Même si je deviens fou, tu deviens fou, on peut pas t'en vouloir, en fait. C'est un niveau de souffrance tellement énorme que chacun fait son deuil de n'importe quelle manière. Donc, elle en elle-même, comment elle a agi, on peut pas lui jeter la pierre. Même si elle avait mal agi, en fait, à partir du moment où on t'a enlevé ton fils, t'as plus rien à perdre. Ouais. J'ai mis au monde un enfant, et on me l'a enlevé. Et on l'a pas enlevé de maladie, on l'a enlevé parce qu'on l'a tué. Par contre, comme tu disais, je suis d'accord avec toi, la manière dont elle a été médiatisée et utilisée, ça, on peut jeter la pierre, mais du coup, à ceux qui l'ont fait, pas à la maman. Ah non, pas du tout. Je trouve qu'elle a tout dit. Hein. Non, quand même. Quand même, parce que elle est montée sur une motocross, on dirait elle a fait je sais pas quoi. Faut rappeler que des parents, quand ils perdent leur enfant, ils tuent. Si on peut parler de l'affaire du petit Grégory, le papa, il a tué. Ouais, c'est ça. Donc entre monter sur une motocross et aller tuer la personne que tu penses coupable, il y a une différence. Faut arrêter de dramatiser à un moment donné, que ce soit une femme, un homme, ou peu importe, là c'est une question d'humain. Tu perds la chair de ta chair. Et pour Grégory, c'est le papa. C'est le papa qui est sorti de ses gonds et qui a sorti un fusil pour tuer la personne qui pensait coupable. Là, c'est pas une question de femme, on la comprend mieux ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est humain, en fait. Tu perds la chair de ta chair, donc tu montes sur une motocross, mais tu crois que le soir, elle pleure pas dans son lit, c'est quoi? Enfin, faut pas dramatiser les choses. C'est pas ça le focus du tout, là. Le focus, c'est pas ça du tout. Là, le but, c'est pas de dire la mère de Nel, elle a fait ça. Je pense que entre tuer quelqu'un et monter sur une motocross, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Faut pas non plus devenir zinzin à notre tour. Elle est dans un moment de deuil très difficile, médiatisé. Ça veut dire qu'il a été tué 1 heure après, c'était déjà partout. Ça veut dire qu'elle-même, déjà, en apprenant la nouvelle, les versions, les ci, les ça, il faut rester humain, il faut rester lucide. Elle est montée sur une motocross, elle n'a rien fait. Juste par rapport à Assa Traoré, je trouve que c'était quand même logique. Parce que c'est un combat qui est commun, tu vois. Pour le reste, ça c'est... Voilà. Mais juste pour Assa Traoré, c'est cohérent. Avec son mouvement, avec son combat. Donc je trouve qu'elle avait quand même sa place aux côtés de Assa Traoré. Après, moi, je voulais juste revenir par rapport à l'histoire du motocross et tout. Moi, je parlais dans le sens où elle n'a pas assez été aidée. Dans ce sens-là, pas dans le sens de... elle s'en fout de son fils ou etc. Pas du tout. Dans le sens qu'elle n'a pas assez été aidée. Elle a pas été entourée, quoi. Moi, je veux juste rajouter un élément. En fait, l'histoire du motocross, de ce que j'ai su comme les sources, c'est que son fils était fan de motocross. Et en fait, c'était un hommage. Elle a fait le même circuit à la fin. Du coup, quand, là, tu parlais de manipulation d'autres personnalités politiques, mais aussi une autre manipulation des médias, on s'est juste arrêté à la vidéo d'elle sur un motocross et c'est tout. On n'a pas dit... c'était ça, on n'a pas dit... Or, on aurait pu dire... Elle a rendu hommage à son fils et non, on a juste dit elle est montée sur un motocross. Donc c'est là où on voit que en fait ce qui se passe dans la réalité et comment c'est montré sur les réseaux, il y a deux mondes. Donc on peut pas juste prendre un parti sans avoir plusieurs sources et se dire réfléchir en fait, pas juste prendre les choses telles qu'on les donne. Pour finir, tout à l'heure tu as parlé des conséquences éventuelles, des conséquences de ces révoltes qui ont été législatives, c'est-à-dire il y a des lois qui sont passées tout récemment que nous connaissons, avec des robes, de simples robes, des abayas, des tuniques longues, l'abaya, des kimonos, des vestes noires, des vêtements tout simplement. Ouais. Des vêtements. Que pensez-vous de tout ceci? Qu'est-ce que ça vous évoque, toute cette polémique qu'il y a autour d'une robe? Il faut faire une émission juste pour ça. On a juste 5 minutes. Ah non,
dernières minutes. Non, on veut une émission entière sur ça. Il n'y a pas de souci, on fera une émission. Voilà, c'est l'introduction de cette émission. Le petit teaser. Chacune d'entre vous, s'il vous plaît, c'est le dernier mot. Okay. Je t'en prie. Alors, ce que j'ai à dire en quelques mots, c'est qu'encore une fois, les musulmans, les femmes voilées, etc., ils essaient d'utiliser ça à leur profit, encore une fois, pour avoir des personnes à leur cause. Déjà, il y a l'extrême droite qui sont avec eux et encore plus des personnes qui ne connaissent pas réellement, déjà qui ne connaissent pas la religion. Et en plus de ça, les médias qui invitent des personnes qui connaissent rien au niveau de la religion et qui sont là comme si c'était des imams, alors que c'est des personnes... des consultants. Ouais, des consultants, mais... voilà quoi, tout ce que je... Après, moi j'ai envie de faire un débat dessus. Vraiment bien parler, mais là... Je t'en prie. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a tellement plus important à parler à l'heure actuelle quand on regarde notre système d'éducation, mais il est... Moi, je veux pas être vulgaire, mais franchement, c'est n'importe quoi. Quand on voit que les enseignants ils sont payés beaucoup moins, quand on voit qu'il y a des écoles qui sont fermées parce qu'il n'y a pas d'eau potable, quand on voit qu'il y a du harcèlement scolaire, il y a tellement de sujets. Oui, les classes surchargées aussi. Oui, les classes surchargées. Il y a des classes qui ont fermé, des écoles qui ont fermé. Il y a 17 000 écoles, il me semble, qui ont fermé déjà depuis 20 ans. Il y a tellement d'autres problèmes à traiter que le fait de s'arrêter sur l'abaya, c'est vraiment juste pour faire oublier les vrais problèmes, parce qu'ils n'ont ils ont même pas réfléchi aux autres problèmes, ils s'en foutent, ils se sont dit bon allez, on va mettre l'histoire de la abaya, ça va faire parler, et on va oublier les autres problèmes. Et honnêtement, je trouve que au-delà du fait qu'il y a d'autres problèmes, c'est trop triste par rapport à nos petites sœurs qui à l'heure actuelle doivent aller à l'école et le matin se tracassent la tête de savoir est-ce que je vais rentrer ou pas, est-ce que devant l'école on va me dire non, tu rentres chez toi. Déjà de 1 c'est stigmatisant, de 2 après il faudra pas se plaindre du décrochage scolaire, parce que honnêtement moi demain quand je vais quelque part et qu'on me refuse, j'ai pas envie d'y retourner. En fait une robe ne définit pas ma religion. Demain, il y a une personne qui n'est pas à l'aise dans son corps, elle voudrait mettre une robe. On va lui dire quoi? Non, t'as pas le droit, t'es obligé de mettre un décolleté, t'es obligé de mettre des vêtements serrés. C'est ridicule. C'est juste ridicule, j'ai juste ça à dire. Moi, je vais parler plus de la stratégie politique, pour faire le lien aussi avec les révolutions et les émeutes. On a dépeint les banlieues, mais bien évidemment, il y a des questions raciales, des questions racistes et des questions d'immigration derrière qui ont été vachement soulevées. Et après, on a la loi sur la baya qui sort. C'est une stratégie politique qui petit à petit fait des lois de plus en plus autoritaires et de plus en plus racistes et stigmatisantes. Et même en automne, il y a une proposition de loi qui vise à durcir encore plus l'immigration. Petit à petit, sans qu'on le voit, en parlant des émeutes et en parlant de plein d'autres sujets, on se rend pas compte qu'il y a plein de lois hyper autoritaires qui sont en train de passer petit à petit et qui se referment sur une partie de la population minoritaire. Yasmine. Très bien la stratégie, bravo. Faut peut-être se réorienter dans les études, nous faire des études de com et tout. C'est malheureux, mais bon, qu'est-ce qu'on va dire, c'est un petit peu prévisible d'un côté, et petit à petit ça va être de pire en pire, malheureusement, en tout cas pour nous. Donc à nous de bien connaître nos droits, déjà. Il faut savoir que c'est pas une loi, que c'est une note. Moi-même, je ne le savais pas. Savoir ce qu'on a le droit de mettre, ce qu'on n'a pas le droit de mettre, ce qu'on a le droit de revendiquer, ce qu'on n'a pas le droit de revendiquer. Donc, à nous de bien s'armer, parce que le combat ne fait que commencer. Déjà, un mot, la honte. On s'affiche d'un point de vue international au niveau des autres pays. Quand tu vois que New York, ils acceptent l'appel à la prière quand même le vendredi, tu te dis, donc on est sur une question d'une robe. Donc déjà, voilà, la honte. Et je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de notre président, M. Emmanuel Macron, chez Hugo Décrypte, qui vient assimiler la abaya à toutes les histoires de terrorisme et à Samuel Paty. Je trouve que on touche le fond. On touche le fond. Attention, il est expert en com quand même, Macron, c'est son domaine. Donc c'est de la communication politique, donc c'est purement stratégique, donc il y a forcément quelque chose derrière. Quoi avoir attirer l'électorat forcément de l'extrême droite qui a décroché, etc., etc. Mais je trouve que taper sur des minorités, quelles que soient les religions, parce que là on parle de l'islam, en l'occurrence, c'est elle qui est touchée, mais ça pourrait être la religion juive ou le christianisme, c'est pareil, c'est la honte. Voilà. Sur ces mots, l'État, en tout cas
le gouvernement, c'est un bon noyage de poisson. Exactement. Très bonne diversion. Merci à vous. De rien.